On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Le 7 avril, ce sont les élections générales au Québec. Dans quelques instants, on reçoit la candidate de Québec solidaire dans Iberville. Mais d'abord, il est député, il est également ministre de la Justice. Il sollicite un nouveau mandat comme candidat du Parti québécois dans le Chambly. Et j'ai nommé Bertrand Saint-Arnaud. Au cours des dernières semaines, on a reçu plusieurs des candidats des comtés de Saint-Jean et d'Iberville à cette élection prévue pour le lundi 7 avril. C'est au tour du comté de Chambly, représenté par le député Bertrand Saint-Arnaud, qui est également ministre de la Justice et à nouveau candidat pour le Parti québécois dans Chambly. Bonsoir et bienvenue. M. Latour, bonsoir. Comme on se le disait avant l'entrevue, vous desservez dans le comté de Chambly 5 municipalités, dont 4 qui sont desservies par la télévision du Haut-Richelieu, c'est-à-dire Chambly, Carignan, Richelieu et Saint-Mathias. Exactement, Saint-Mathias-sur-Richelieu. La 5e étant Saint-Basile-le-Grand, un peu plus loin. Mais qui est couvert évidemment par une autre télé de Vidéotron, qui est celle de Belleuil. Question toute simple, pourquoi solliciter un nouveau mandat? Bien, parce que j'ai le goût de continuer à faire un bout avec les citoyens de Chambly, de les aider, d'aider au développement de ce coin de pays, donc d'aider les citoyens, aider les organismes communautaires. Moi, depuis 5 ans et demi, maintenant que je suis député, ça a été une de mes priorités de travailler avec les organismes communautaires du bassin de Chambly. Aider les villes, les accompagner dans leurs projets, aider les commissions scolaires, les accompagner aussi dans leurs projets. Donc, continuer au plan local à faire sa petite part. Vous savez, être député, puis moi je dis souvent en blague que je ne serai pas député 20 ans. Là, je sollicite mon 3e mandat, donc je suis dans ma 6e année. Mais être député, c'est apporter sa petite pierre, c'est apporter sa petite contribution pendant un certain nombre d'années au développement de sa communauté, au développement de son coin de pays. Alors, j'ai le goût de le faire encore pendant un certain nombre d'années, tout en me disant que je ne le ferai pas 20 ans parce que c'est un peu fou comme travail. Bon, quand on fait partie d'un gouvernement minoritaire, ce qui était le cas des 18 derniers mois, Mme Marois vous a nommé ministre, quand on est député et qu'on devient ministre, deux choses l'une. Est-ce qu'on a l'impression qu'on a plus de poids pour faire cheminer les dossiers du comté ou est-ce qu'à la fois on sent qu'on veut pas, le temps étant ce qu'il est, qu'on délaisse aussi un peu notre comté? Comment avez-vous vécu cette dualité-là? C'est une excellente question et je vais vous donner une réponse franche. C'est plus difficile, on a moins de disponibilité pour son comté. Moi, je le dis très candidement et très ouvertement. C'est sûr que quand tu es ministre, moi je le dis souvent aux gens de Chambly, bien, vous devez me partager un peu avec le reste du Québec. Que voulez-vous quand je dois aller à Gaspé, à Percé, à Rimouski, dans l'Outaouais, à Sherbrooke pour différentes activités ministérielles, le lundi ou le vendredi, bien, je ne suis pas dans le comté de Chambly. Alors, c'est sûr qu'en termes de présence, honnêtement, moi, j'ai vu une différence entre mes années d'opposition où j'étais très, très présent, et je pense que les gens des villes de la circonscription de Chambly le reconnaissaient. J'ai vu une différence. J'ai dû malheureusement être moins présent. Par contre, effectivement, le côté positif des choses, c'est que pour faire cheminer des dossiers, bien, que voulez-vous? Vous êtes assis à toutes les semaines autour de la table du Conseil des ministres pendant plusieurs heures. Moi, pendant le dernier mandat, mes voisins au Conseil des ministres étaient Marie Malavoie, ministre de l'Éducation. À ma gauche, Sylvain Gaudreault, ministre des Affaires municipales et des Transports. Disons qu'à toutes les semaines, on était assis ensemble. Alors, c'est sûr que ça aide pour pousser des dossiers. Je pense entre autres à celui qui est à l'extérieur du territoire que vous desservez, mais d'une école primaire que j'ai finalement, dont l'agrandissement a finalement abouti. C'est sûr que quand tu es assis toutes les semaines à côté de la ministre de l'Éducation, bien, tu lui parles de tes dossiers, tu lui parles de ce qui se passe dans ton comté, où est-ce qu'en est tel dossier. Alors donc, pour la présence, il y a du moins. Pour l'influence sur les dossiers, je vous dirais que ça aide. Parlez-moi de l'expérience ministérielle. Ministre de la Justice, et dans les 18 derniers mois, c'est sûr que votre collègue Gaudreault ou Hébert, on les a vus davantage que vous. Oui. C'était un mandat relativement discret à la justice. Il n'y a pas eu de grands scandales. Il n'y a pas eu, en même temps, vous ne pouvez pas intervenir non plus dans les dossiers en cours. Bref. Tout à fait. En fait, c'est une drôle de question, mais qu'est-ce que vous avez fait pendant 18 mois à la justice? Beaucoup de choses en fait. Mais vous avez raison que je l'ai fait souvent dans la discrétion par rapport à mon côté bagarreur que j'avais un peu dans l'opposition. Quand tu es ministre de la Justice, tu dois faire attention à ce que tu dis parce que la moindre phrase malheureuse peut porter à conséquence et même entraîner la démission du ministre dans certains cas. On a vu ça par le passé. Mais beaucoup de choses en justice. Écoutez, d'abord, vous savez qu'on a augmenté les seuils d'admissibilité à l'aide juridique d'une manière
incroyable. Il y a eu une réforme historique à cet égard-là. On a augmenté les seuils de 15 le 1er janvier dernier et il y a un autre 15 l'an prochain là, qui a été adopté dans le règlement avec une indexation annuelle qui va faire en sorte que dorénavant, une personne qui travaille à temps plein au salaire minimum va être admissible à l'aide juridique gratuite. Ça, c'est 500 000 personnes. Énorme réforme qui était demandée depuis 10-15 ans que j'ai fait aboutir. Nouveau code de procédure civile, ça a l'air très abstrait, un code de procédure civile, mais c'était la première fois depuis 1965 qu'on le réécrivait, 830 articles, avec des mesures qui font en sorte que la justice va être plus accessible, va être moins lourde, moins coûteuse, plus rapide. Je vous donne 2-3 exemples. Par exemple, les petites créances vont passer lorsque ça rentrera en vigueur. Le projet de loi est adopté, mais il va entrer en vigueur seulement dans 1 an. Les petites créances, ça va passer où on se défend seul, de 7 000 à 15 000 Donc, tous les litiges jusqu'à 15 000 ça va être sans avocat aux petites créances. On va limiter au niveau civil le nombre d'experts dans les procès, la longueur des interrogatoires. Les procédures vont être davantage orales, plus orales qu'écrites. Davantage orales qu'écrites. Les juges vont avoir plus de pouvoir pour sanctionner les abus, pour sanctionner une partie qui... Alors donc, deuxième élément, je vous dirais la réforme du Code de procédure civile. On a aussi, au niveau des victimes d'actes criminels, augmenté les indemnités. Vous vous rappelez, Isabelle Gaston avait fait une pétition il y a 2 ans. On a donné suite à cette pétition-là en bonne partie, en augmentant les indemnités pour les victimes d'actes criminels, en faisant en sorte que le délai pour faire une demande d'indemnisation passe de 1 an à 2 ans. Quelques-unes des mesures, mais effectivement, vous avez raison de le dire, relativement dans la discrétion, les gens ne se battent pas dans les autobus toujours sur les questions de justice, et aussi il y avait une question de choix. Moi, j'ai décidé comme ministre de la Justice de faire... je ne suis pas celui qui se garoche sous les réflecteurs à chaque jour parce que je pense que quand on est ministre de la Justice, on doit avoir une certaine réserve sur ce qu'on dit. Bon. Quels sont les enjeux à long terme pour le comté de Chambly? Tout récemment, je recevais le maire qui a été réélu, M. Lavoie, en Chambly, une ville qui a explosé au niveau de la démographie, des enjeux de transport, des enjeux d'infrastructure. J'ai reçu également le nouveau maire de Carignan, qui d'ailleurs s'entend mieux avec M. La relation semble s'être améliorée. Oui, disons qu'il ne fallait pas les inviter au même party, autant Carignan que Chambly. Donc ça, je ne sais pas si ça va aider aussi vos relations pour vous dans des dossiers communs. Je sais qu'il y a des interrogations en ce moment au niveau de la régie intermunicipale de police, qu'il y a des pourparlers avec Saint-Jean. C'est sûr que le comté de Chambly, et notamment la ville de Chambly, là, qui est la ville principale de la circonscription, ça explose. La population a explosé ces dernières années et il est prévu encore plusieurs milliers de personnes au cours des prochaines années. Alors, c'est sûr que les questions d'infrastructure, infrastructure scolaire, je vous disais tantôt, à l'autre partie du comté, j'ai annoncé un investissement de 6,5 millions pour agrandir une école primaire à Saint-Basile-le-Grand. Ma priorité pour le prochain mandat, c'est une nouvelle école à Chambly, parce qu'il est prévu que d'ici 3-4 ans, il va manquer 500 ou 600 places au niveau primaire à Chambly. Alors, c'est vraiment, ça a été priorisé par la commission scolaire et moi, c'est un peu le rôle du député. J'accompagne la commission scolaire là-dedans pour essayer de faire déboucher ce dossier-là. Même chose au niveau routier. Il y a des problèmes qui se posent. Là. Je ne sais pas si ceux qui écoutent l'émission, qui reviennent de Montréal par la 112 le soir, là, à 17 h, c'est fou. Là. Chambly, la petite route 112 à 2 voies, là, elle est là depuis longtemps, mais là, il faut trouver une solution. Alors, en collaboration avec Chambly-Carignan, effectivement, la relation apparaît meilleure. En fait, je pense qu'on peut le dire carrément. Là, elle est nettement meilleure entre les deux administrations, les deux nouvelles administrations. Ça fait en sorte, par exemple, que Carignan avait décidé de construire sa propre caserne de pompiers. Et nous, on s'était engagé au gouvernement du Québec à soutenir financièrement Carignan. Là, Carignan ayant décidé de revenir avec Chambly dans la même caserne de pompiers, bien, je me suis engagé à prendre l'argent qui était disponible pour Carignan, à l'amener à Chambly pour qu'on puisse agrandir et rénover la caserne de Chambly. Pour ce qui est de la desserte policière, vous en pensez quoi? Bien, écoutez, là, je sais qu'il y a de grandes discussions. Je vais voir, je suis de près ce qui se passe. Pour la suite des choses, bien, on verra. Je sais qu'il y a de grandes discussions qui n'ont pas encore abouti quant à la suite des choses. Le contrat vient à terme sous peu, là, dans les prochaines semaines, les prochains mois. À ce moment-ci, je préfère ne pas m'en mêler, mais je suis ça avec attention. Et on verra qu'est-ce qui va se passer. On verra ce qui va se passer. Avez-vous suffisamment de place en garderie dans Chambly? Ça s'améliore, mais il y a encore du travail à faire. Notre objectif, c'est de faire en sorte que, vous vous rappelez de notre slogan de la dernière campagne électorale où on disait « un enfant, une place ». On a avancé beaucoup là-dessus. 28 000 nouvelles places là, en garderie depuis 1 an et demi. Il y en a un bon nombre là-dedans qui ont été annoncés en Montérégie, mais les besoins sont encore là. Et donc, moi, je pense qu'au niveau des garderies,
On en a encore pour à peu près peut-être 2 ans avant de compléter le réseau au complet. Au niveau de la santé, la majorité de vos commettants sont desservis ici par l'hôpital du Richelieu. GMF du côté de Chambly. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux liés à la santé dans Chambly? Bien, effectivement, au niveau de la santé, c'est faciliter l'accès à un médecin de famille. Hein, c'est le grand problème. Vous savez qu'on s'est engagé au plan national à augmenter les groupes de médecine familiale, les GMF. Les 3 députés ici, on travaille de très près ensemble sur tous les dossiers de santé, que ce soit Marie Bouillé dans Iberville, Dave Turcotte ici dans Saint-Jean. On a travaillé ensemble sur toute une série de dossiers qui ont trait, bien sûr, à l'hôpital. Moi, je suis venu à plusieurs reprises à l'hôpital au cours des 5 dernières années et on essaie de se répartir. Moi, j'étais très content dans la dernière année d'annoncer la Maison des naissances à Richelieu, dans ma circonscription, la clinique jeunesse à Chambly aussi, qui est un autre projet qui a pris place dans Chambly. Et on essaie d'avoir ici et là, dans les 3 circonscriptions, d'avoir chacun notre part du gâteau, mais il y a du travail à faire au niveau de l'accessibilité à la santé. Parlons de la campagne au niveau national. On dirait depuis quelques jours, en fait, depuis l'annonce de l'arrivée de Pierre-Carl Péladeau, on parle beaucoup de souveraineté. Ça semble avoir un effet un peu sur les sondages. Je sais que normalement, les politiciens ne commentent pas les sondages, mais j'ai envie de vous demander, et les Anglais disent mismatch, mais est-ce que l'arrivée de Pierre-Carl Péladeau, ça fit, comme on dit, avec le Parti québécois? Est-ce que vous voyez, vous, au Conseil des ministres, assis à côté de Pierre-Carl Péladeau? Ça, par contre, ça, tout à fait. Moi, vous savez, le Parti québécois, ça reste une grande coalition où il y a des gens plus à gauche, il y a des gens plus à droite. Et je vais vous dire, Mme Marois est une leader qui aime bien ces échanges. Et personnellement, moi, j'aime bien ça aussi au Conseil des ministres, quand on a de grands débats, d'avoir les différents points de vue. On a des gens plus à gauche, on a des gens plus à droite, plus conservateurs. Et moi, je salue quand même l'arrivée de Pierre-Carl Péladeau. Il arrive dans cette équipe, il veut bâtir un Québec plus fort, un Québec plus prospère. Il a une expérience exceptionnelle et je pense que ça va faire, si nous formons le prochain gouvernement, ça va faire un ministre économique ou un super ministre économique de très, très grande qualité. Là, on parle de quelqu'un qui a ça dans ses tripes, l'entrepreneurship, le développement économique. Et je pense maintenant, ce qu'il dit, c'est, écoutez, moi, je suis rendu milliardaire et je veux contribuer pour ma société, pour le Québec. Et donc, j'investis là-dedans. Je suis prêt à donner des heures, à venir contribuer. Moi, je salue ça. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout. On aura des débats, mais je salue ça. Craignez-vous que ça fasse dévier un peu le plan de match de la campagne? Bien, écoutez, force est de constater là, que ça a eu, c'est quand même une nouvelle assez ça a été une bombe, son arrivée. Et même nous, moi, j'ai appris ça comme tout le monde le dimanche matin. Là, alors, ça a été une bombe qui, effectivement, semble avoir fait quelques vagues pendant quelques jours. Mais je pense qu'il faut revenir à la vraie question. C'est-à-dire que vous connaissez notre programme à ce égard. Oui, le Parti québécois, l'objectif du Parti québécois, c'est de faire un jour du Québec un pays. Cela dit, la démarche pour les prochaines années, c'est quoi? Manifestement, là, les gens, présentement, il n'y a pas un appétit pour ça. La démarche était de dire, qu'est-ce qu'on fait dans les prochaines années? Mme Marois a dit, on arrive là, à 2017. Là, ça va faire 150 ans qu'on est dans la Confédération canadienne. Est-ce que dans les prochaines années, on peut faire un bilan de cette expérience-là avant de renouveler ou peut-être le contrat? Et donc, de déposer un livre blanc dans la prochaine année, dans les prochains 18 mois, de consulter sur l'avenir du Québec, un livre blanc sur l'avenir du Québec, à partir duquel on verra ce qu'on fait pour la suite des choses. Mais c'est ça l'engagement du Parti québécois. Et moi, ce que j'aime du Parti québécois, M. Latour, c'est que le Parti québécois, là, c'est Québec d'abord. C'est les intérêts des Québécois. C'est les intérêts du Québec, de la nation québécoise d'abord. Ça, on peut être assuré qu'avec un gouvernement marois, c'est les intérêts du Québec d'abord. Et malheureusement, du côté du Parti libéral, honnêtement, le Parti libéral, quand on le regarde sur 40 ans, lui qui était quand même un parti très nationaliste sous Robert Bourassa, ça s'est un peu déglingué sous Charest et avec M. Couillard, on a souvent l'impression qu'il défend davantage le Canada que les intérêts du Québec. Dernière question. Comme ministre de la Justice, croyez-vous que la Charte va passer le test des tribunaux? Quelle question! Vous êtes ministre de la Justice. Vous savez que, comme ministre de la Justice, je suis
je suis le jurisconsulte du gouvernement. Je suis le conseiller juridique numéro 1 du gouvernement. Alors, ce que je dis souvent à tous les journalistes qui m'ont posé la question, ou même aux gens de l'opposition qui me posaient la question, j'ai évidemment eu à conseiller le gouvernement là-dessus. J'ai conseillé le gouvernement sur cette question-là au plan juridique, dans le secret des délibérations du Conseil des ministres. Je suis visé par le secret professionnel sur cette question-là. J'ai donné mon avis, et suite à mon avis et à l'ensemble des études qui ont été faites, le Conseil des ministres a autorisé le dépôt du projet de loi 60 à l'Assemblée nationale, qui est en débat, qui sera encore en débat, qui sera vraisemblablement amendé comme tous les projets de loi. Et éventuellement, à terme, moi, je suis très confiant que les 125 députés vont adopter une charte ou une loi qui sera légale et conforme à nos chartes des droits et libertés. M. Saint-Arnaud, merci beaucoup et bonne fin de campagne. Ça me fait plaisir. À la prochaine. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente la candidate dans Iberville pour Québec solidaire. On est en élection au Québec, lundi le 7 avril. C'est une prise 2 en quelque part parce qu'il y a 18 mois à peine, on était aussi en élection. Il y a eu un gouvernement minoritaire. Mme Marois a décidé de déclencher les élections. Et depuis les dernières semaines, on a reçu différents candidats des comtés de Saint-Jean, Iberville et Chambly, dans tous les partis impliqués. Cette fois, c'est au tour de Myriam Zaha-Normandin, qui est candidate pour Québec solidaire dans Iberville. C'est une prise 2 pour vous aussi? Oui, effectivement. Pourquoi 2 fois plutôt qu'une? Bien, parce qu'on n'a pas atteint tous nos objectifs lors de la dernière campagne électorale. Comme on disait juste avant, on avait, entre autres, dans tout notre programme, on voulait des élections à date fixe. Et ça a été voté à l'Assemblée nationale. Mais pas respecté. Mais pas respecté. Bon, ce qui arrive souvent dans le cas d'un gouvernement minoritaire, il y a des jeux politiques. Ouais. Les politiciens n'aiment pas qu'on parle de sondage, mais souvent on les regarde quand même du coin de l'œil pour voir si on a une chance de remporter l'élection. En même temps, pour Québec solidaire, vous avez quand même, à l'occasion de la dernière élection, doublé vos effectifs. Vous êtes passé d'Amir Kadir à Amir Kadir plus Françoise David. Ouais. Donc là, vous avez 2. Mais il y a quand même d'autres comtés au Québec où Québec solidaire a quand même fait des performances honorables. Oui, tout à fait. Si on pense à Laurier-Dorion avec Andrés Fontecilla, qui est notre nouveau co-porte-parole depuis que Mme Françoise David est députée à l'Assemblée nationale, qui a eu 24 %, ce qui est quand même assez important. Ensuite, on a Alexandre Leduc dans Hochelaga-Maisonneuve qui était à 18 % là, si je me souviens bien, là aussi, qui a fait des gains assez incroyables. Bon, quelle était votre performance ici dans Iberville à la dernière J'ai élection? doublé par rapport aux élections de 2008. J'ai eu 4,13 % et à peu près 1400, 1600 votes. Là. Bon, c'est quoi l'objectif pour cette élection-ci? Parce qu'on regarde ça aller, on se dit, bon, probablement que Dave Turcotte et Marie Bouillé et Bertrand Saint-Arnaud, il y a de fortes chances, à la lecture des sondages, dans un comté majoritairement francophone, que les députés actuels du Parti québécois soient reconduits. Maintenant, souvent, Québec solidaire, qui est un parti souverainiste aussi, a souvent été identifié un peu comme l'aile gauche du PQ, qui s'est en quelque part détaché au fil des ans. Non, c'est plus que ça. Qu'est-ce que c'est Québec solidaire aujourd'hui, en 2014? Québec solidaire, je dirais que c'est le seul parti des idées. C'est le seul parti progressiste, écologique, féministe qui veut faire changer les choses au Québec. On a un programme d'idées avec des solutions concrètes pour améliorer le Québec. On a un plan, on a un plan vert, on a un plan pour sortir du pétrole, on a la création d'emplois. En fait, je vais peut-être revenir un peu en arrière. Le Parti de Québec solidaire, c'est avant tout des citoyens. Notre programme a été développé par les citoyens. On a une façon de faire qui est ce qu'on appelle des groupes citoyens. Les gens se rencontrent, on parle des enjeux, l'éducation, l'environnement, l'économie, puis on voit, en fait, avec des gens, des citoyens, comment on peut améliorer les choses. Ensuite, on reprend toutes ces informations-là, on ramène ça au national et c'est voté. En fait, toutes ces idées-là sont votées pour créer le programme de Québec solidaire. Donc, c'est du monde comme vous et moi qui avons des idées, qui pensons qu'on a des bonnes solutions à apporter. C'est le programme de Québec solidaire. Bon, malgré tout, bon an, mal an, et on le voit dans les sondages, Québec solidaire tire pas loin de 8 à 10 % de l'électorat. On ne parle plus ici d'un parti marginal.
On est très implanté, notre base est très forte. Les gens qui votent pour Québec solidaire connaissent nos idées, savent nos projets, puis nous suivent à 100 %. Bon, est-ce que la présence d'Amir Kadir et maintenant de Françoise David depuis 18 mois a, disons, fait évoluer le débat politique? Est-ce que la présence des deux députés de Québec solidaire a influencé le gouvernement dans son fonctionnement ou dans certaines décisions? Je dirais que oui. Bon, en même temps, je dirais que non. Parce que je me mets à la place du Parti québécois, qui doit certainement être agacé de voir qu'il y a 8 à 10 de l'électorat qui lui échappe. Ouais. Là, en plus de ça, on vient d'aller chercher Pierre-Carl Péladeau, qui est carrément aux antipodes de Québec solidaire. Totalement. Est-ce qu'à la limite, vous pensez même que la candidature de M. Péladeau va peut-être vous amener quelques points de pourcentage de plus? J'ai cette impression-là, effectivement, parce que je pense pas qu'on peut pas dire que Pierre-Carl Péladeau soit un progressiste. On peut pas dire que Pierre-Carl Péladeau soit quelqu'un qui travaille, en fait, qui œuvre au bien-être des travailleurs. Je pense qu'on pense au Journal de Montréal, au Journal de Québec, au lockout qu'ils ont eu. On passe à la grève ou lockout, je me souviens plus qu'il y avait eu avec Vidéotron il y a plusieurs années. Il n'est pas là pour les travailleurs. Et Québec solidaire, on est là pour les travailleurs. On est du monde ordinaire, du monde normaux, qui voulons améliorer le Québec. On veut que la classe moyenne soit soulagée monétairement. On veut des services. Bien, on a des plans aussi. On a un plan d'action pour arriver à ces fins-là. Dans Iberville, quel type de campagne allez-vous mener? Quel est votre attachement à l'égard du comté? Très grand, en fait. J'ai passé mon enfance là, sur la route des Pommes à Rougemont. Mes grands-parents sont à la fois de Rougemont et les autres grands-parents de Marieville. Ce que je souhaite pour Iberville, c'est d'abord des soins de santé plus accessibles. On sait qu'on a une problématique d'accessibilité. On a une population vieillissante. Avec Québec solidaire, on a l'idée d'avoir donc renforcé les CLSC. Au détriment, en fait, des groupes de famille, là, les GMF, là, les groupes de médecins de famille, on ne pense pas que ce soit la bonne solution. On a un besoin de médecins en région, mais pas à travers les GMF, à travers les CLSC, ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des infirmières, avec des médecins et des spécialistes de la santé, tout ce qui gravite autour de ça. Qu'est-ce qu'on fait pour les garderies? Pour les garderies, Québec, je ne sais pas si vous le savez, mais les gouvernements, en fait, l'ex-gouvernement péquiste veut augmenter le tarif des garderies à 7 $, veut faire une indexation. Québec solidaire, on dit non. Si vous augmentez le coût des garderies, c'est la population, la classe moyenne qui va être tout de suite affectée. Pourquoi est-ce que le gouvernement continue d'augmenter les tarifs au lieu d'augmenter l'imposition pour les plus riches? Puis là, nous, on trouve qu'on a un débalancement ici. Il y a beaucoup plus d'argent à aller chercher dans des paliers d'imposition aux revenus les plus élevés, autant des entreprises que des particuliers, qu'en augmentant les tarifs. Parce que les tarifs d'électricité, tarifs hausse du prix des garderies, ça touche directement les poches des familles les moins aisées. Pour celles et ceux qui veulent entendre parler de développement économique, Québec solidaire dit quoi par rapport à ça? Souvent, on a l'impression que Québec solidaire, c'est des questions sociales, mais au niveau de l'économie, le développement économique, ça passe comment? On a un super beau plan. Peut-être que vous avez vu nos pancartes ou entendu parler. Ça s'appelle « Sortir du pétrole ». Le plan est assez simple. On a en ce moment une dépendance au pétrole. Au niveau économique, ça nous coûte, les fluctuations du coût de pétrole nous coûtent énormément cher. On parle, en fait, si on pense à la balance déficitaire du Québec, qui est à peu près de 30 milliards de dollars, c'est 14 milliards notre dépendance au pétrole. C'est 14 milliards qui rentrent dans la balance déficitaire du Québec. Donc, un plan qui nous sort du pétrole, c'est un plan vert et c'est un plan gagnant pour le Québec. On a des ressources en hydroélectricité. On a des compagnies qui développent des autobus électriques. On a des compagnies qui développent des trains. Au Québec, ça créerait des emplois ici, ça électrifierait, on augmenterait en fait les revenus d'Hydro-Québec et l'hydroélectricité est toujours moins chère que le coût du pétrole. En plus d'enlever beaucoup de pouvoir en fait aux compagnies pétrolières et aux pays producteurs de pétrole. Qui souvent engendrent beaucoup de conflits là, à travers le monde. Donc, on sortirait aussi de cette boucle-là. Bon. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Là, je peux-tu finir une dernière chose? Bien, juste rajouter aussi qu'un plan pour sortir du pétrole, ça veut dire peut-être ça veut dire près de 160 000 emplois, dont à peu près 140 000 dans la construction de nouvelles infrastructures de transport collectif adaptées. Je pense que pour la réalité de Saint-Jean et d'Iberville, c'est tout à fait pertinent. On a un besoin d'accéder aux grands centres de façon plus rapide, plus économique.
On parle aussi d'éducation, en fait, pas d'éducation, de subvention à la recherche d'énergie verte. C'est gagnant pour le Québec là, sur toute la ligne. Bon, je reviens à ma question. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Pourquoi vous vous intéressez à la politique? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis travailleur autonome. J'entendais ton invité juste avant, il parlait du... le salon. Salon pour les travailleurs autonomes, c'est bien ça. Donc, je suis travailleur autonome, je fais de la création de sites web depuis plusieurs années. Donc, j'ai ma compagnie. Je suis également étudiante à l'université en design graphique. Et je suis née en fait à Saint-Denis, sur Richelieu, où j'ai grandi. Et c'est ça, mes grands-parents sont de Rougemont, d'Iberville, donc c'est la région que je connais bien. Là, Et depuis combien d'années vous militez dans Québec solidaire? Ça fait, 4, 5, 6 ans. Et qu'est-ce qui vous a attiré? Ça va tellement mal. Ça va tellement mal en politique. Au début, c'était vraiment l'idée de développer le programme qui m'intéressait le plus. J'ai beaucoup d'idées, beaucoup de choses que je veux amener. D'être un citoyen qui peut participer à l'élaboration d'un programme, j'ai trouvé ça très, très attirant. Puis ensuite, une fois que j'ai commencé à lire le programme, à m'intéresser, c'est mes valeurs. Ça me représente. Et qu'est-ce que vous vous souhaitez pour le 7 avril? Des gains. On aimerait savoir 3, 4, 5 solidaires à l'Assemblée nationale, idéalement. L'autre point que je souhaiterais, c'est que nos idées soient entendues à travers les médias, parce qu'on a quand même des idées révolutionnaires. Ben non, c'est pas révolutionnaire. C'est juste le gros bon sens, mais qui, par rapport à ce qu'on entend tous les jours dans les médias, semble être révolutionnaire. Mais surtout, c'est ça, faire avancer le Québec. Merci beaucoup. Merci. Bonne chance. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Mercredi 26 mars, à l'occasion de la Journée nationale des cuisines collectives, apporter un plat à partager. C'est une activité au Centre de femmes du Haut-Richelieu, dans le quartier Saint-Eugène, au 165 de la rue Roman, à l'intersection de Jacques-Cartier-Sud. À chaque semaine, on vous présente l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu avec des extraits du Conseil de ville. Vous avez la grille horaire à l'écran. Également, on vous présente à tous les dimanches matins, 9h30 en direct, le Télé-Bingo avec 3 500 $ en prix. Et on vous rappelle que sur tout le territoire des MRC Haut-Richelieu et d'Hérouville, il y a une trentaine de dépositaires pour acheter vos livrets de bingo. Prochain rendez-vous demain. Bye-bye.